Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le verdict de la Cour internationale de justice rejeté par le Kenya. La juridiction onusienne a donné raison à la Somalie au sujet du différend frontalier. Au cœur de ce dossier, une zone maritime de 100 000 km². La grogne des transporteurs privés au Ghana. Face à l'augmentation des prix des carburants, les conducteurs menacent d'augmenter leurs tarifs en vue d'interpeller le gouvernement. Et puis l'Afrique face à la problématique de la désertification. Selon l'ONU, environ 45% des terres africaines sont affectées par ce fléau. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la suspension des sections tunisiennes, guinéennes et tchadiennes des instances de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une résolution prise ce mardi lors d'une réunion du bureau de l'APF. Cette réunion, dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée, Francis Drouin, a réuni plus d'une vingtaine de parlementaires. La mesure a été adoptée à l'issue de discussions centrées sur l'état de la démocratie dans l'espace francophone. Autre point d'entente sur lequel se sont accordés les membres du bureau, je cite, la mise sous alerte de la section de la République centrafricaine. Le Kenya ne reconnaît pas les conclusions de la décision prise par la Cour internationale de justice. C'est ce qu'a déclaré le président Uhuru Kenyatta en réaction au verdict rendu par la CIJ concernant le différend frontalier opposant la Somalie au Kenya. Les deux pays se disputent depuis des années une zone maritime située dans l'océan Indien qui regorgerait de ressources halieutiques notamment, mais aussi d'hydrocarbures. Plus de précisions avec Joël Ballot. Dans le conflit maritime opposant le Kenya à la Somalie, la Cour suprême des Nations Unies a tranché en faveur de la Somalie en lui accordant la majeure partie d'une zone maritime de 100 000 km² de l'océan Indien, riche en pétrole et en gaz. Une décision rejetée par le gouvernement kenyan qui affirme exercer sa souveraineté sur la dite zone depuis plus de 40 ans. Si le Kenya n'est pas surpris par la décision, il est profondément préoccupé par l'importance de celle-ci et ses implications pour la région de la Corne de l'Afrique et le droit international en général. D'emblée, le Kenya souhaite indiquer qu'il rejette en totalité et ne reconnaît pas les conclusions de la décision. Aujourd'hui, tout le Kenya s'insurge contre cette décision de la Cour suprême des Nations Unies. Une décision jugée inappropriée et dont la nouvelle répartition pourrait entraver les relations diplomatiques et sécuritaires dans la sous-région. La décision de la Cour internationale de justice est un contretemps dans la recherche d'une solution pacifique entre la Somalie et le Kenya, deux pays qui ont déjà d'autres problèmes qui tendent leurs relations, notamment le problème de la reconnaissance du Somaliland par le Kenya, ainsi que certains problèmes que poseraient quelques réfugiés somaliens au Kenya. Maintenant, continuer par des voies judiciaires, parce que le Kenya a la possibilité d'aller au niveau du tribunal international du droit de la mer, n'est pas judicieux. Le mieux à faire serait de procéder à des négociations afin d'exploiter en commun cette zone économique exclusive. La Cour internationale de justice a rejeté le tracé de la frontière réclamé par le Kenya à partir de la côte, affirmant que celle-ci aurait eu un grave effet de coupure pour la Somalie. Le Kenya conserve toutefois une partie du triangle d'eau contesté entre les deux pays depuis 7 ans. Au Ghana, les transporteurs privés haussent le ton face à la hausse des prix des carburants, une augmentation constatée depuis le mois de mai dernier. La situation attise donc la colère des conducteurs qui menacent d'augmenter leurs tarifs si le gouvernement ne répond pas à leurs attentes. Marie-Raphaël Amtolo. Au Ghana, les transporteurs privés menacent d'augmenter de 20% leurs tarifs de transport sur les biens et personnes. Une annonce faite juste après constat d'une nouvelle augmentation de près de 4,4% du prix du litre de l'essence super qui revient désormais à 6,13 cédis ghanéens, soit l'équivalent de 1,01 $. Pour l'Union des associations des commerçants du Ghana, cette hausse annoncée du prix des transports vise à compenser le coût désormais élevé du carburant. Chaque pays a son algorithme qui détermine plus ou moins le poids des produits pétroliers sur le coût réel de services de transport. Que vous soyez dans le transport en commun, que vous soyez dans le taxi ou que vous soyez dans le transport d'engins lourds, comme on le dit. Et donc,
On ne peut pas de manière mécanique dire ce que est le poids de l'augmentation du prix du carburant sur le coût réel du service. À côté de ça, il faut quand même savoir que la qualité des engins détermine également le poids réel du carburant sur le prix réel des services. Comme vous le savez très bien, plus les véhicules sont vieux, plus il y a de la consommation sans contrepartie. Pour le gouvernement ghanéen, cette hausse du prix du carburant intervient en raison de la mise en œuvre de certaines taxes et prélèvements introduits dans le budget national 2021 par l'Autorité nationale du pétrole. Elle inclut l'imposition d'une taxe de récupération du secteur de l'énergie de 20 PCOAS, soit 0,032 $ américains par litre d'essence et de diesel. La convention entre les fournisseurs de services de transport et l'État devrait être le fruit d'une discussion table, claire et chiffres à l'appui. Et donc 10, 15, 20%, ça dépend d'abord de l'augmentation du prix du carburant elle-même, mais également de l'algorithme généralement utilisé par les uns et les autres. Ce qui arrive souvent dans les pays africains, c'est que une fois, deux fois, trois fois, il y a des augmentations du prix du carburant, mais l'État exige que les transporteurs ne bougent pas le prix des services. Et très malheureusement, à un moment donné, ça devient tellement lourd qu'ils sont obligés de faire un saut. Et ça peut être perçu comme étant un prélèvement auprès des consommateurs des services. Les transporteurs privés du pays continuent de manifester leur déception face à l'échec du gouvernement de persévérer dans ses efforts pour prévenir la forte hausse des coûts d'intrants. Ils appellent par ailleurs à une vaste refonte de la fiscalité sur les carburants et demandent la fusion du Energy Debt Recovery Levy et du Energy Sector Recovery Levy. Ils souhaitent ainsi la réduction de l'ensemble des taxes sur les carburants à 0,30 cedi par litre. 236,5 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie de la population. C'est la somme que compte débloquer la Banque mondiale en faveur du Cameroun. Ces fonds seront dédiés à soutenir divers secteurs, l'agriculture, l'éducation ou encore la formation professionnelle. Joël Ballot. Pour favoriser la croissance économique, la Banque mondiale a octroyé au Cameroun une subvention de 236,5 milliards de francs CFA à travers la signature de 3 accords. Ce financement est destiné à des projets visant respectivement à améliorer la sécurité alimentaire dans la vallée de la Benoué, à promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement secondaire et professionnel de qualité et à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Les progrès obtenus par le Cameroun ces dernières années se sont trouvés menacés par la pandémie Covid-19. À travers ces projets, nous nous engageons à renforcer notre partenariat afin d'améliorer la vie de millions de Camerounais et d'accompagner le pays vers une reprise verte, résiliente et inclusive. Financé à 117,9 milliards de francs CFA, le projet Viva Benoué s'inscrit dans l'amélioration de la production agricole dans les parcelles culturales de la vallée de la Benoué. Le projet SWED 2 vise à rehausser d'au moins 10% le taux de maintien des filles au secondaire dans les zones d'intervention du projet. Et pour le projet PADES, il s'agira de renforcer les capacités des personnels d'encadrement et formation de nouveaux enseignants du secondaire général et de mettre en place un fonds compétitif de développement des compétences. La Banque mondiale, pour réussir cela, devra accompagner le projet d'un dialogue public-privé profond, local, et aussi d'une association des jeunes filles dans le développement de l'entrepreneuriat. Il faut développer de nouvelles niches agricoles visant à réduire la fraction de la pauvreté, surtout en zone rurale et au travers de l'agriculture, l'élevage et aussi de la pêche. Avec ce nouvel engagement, le nombre de projets en cours de mise en œuvre passe de 15 à 18 pour une enveloppe estimée à 1649,8 milliards de francs CFA et accroît ainsi le volume du portefeuille de la Banque mondiale de 23,7%. En rappel, la Banque mondiale est le premier partenaire au développement du Cameroun en termes de concours financiers et en particulier dans le secteur de l'énergie. Dans l'actualité également, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre Ebola en République démocratique du Congo. Cette campagne menée en coopération avec l'OMS a été lancée ce mercredi à Beni, ville située dans la province du Nord Kivu à l'est du pays. C'est là où un nouveau cas avait été identifié. Il s'agissait d'un petit garçon de 2 ans décédé le 6 octobre. Depuis l'annonce de cette résurgence, les autorités sanitaires travaillent d'arrache-pied pour identifier les cas contacts. Selon l'ONU, 160
70 ont pour l'heure été recensés. Côté vaccination, l'OMS affirme qu'environ 1000 doses du vaccin anti-Ebola ont été livrées à Kinshasa, puis transférées à Goma. Et quelques 200 doses ont également été acheminées à Beni. Le réchauffement climatique touche l'Afrique de plein fouet. Selon l'ONU, environ 45% des terres du continent sont touchées par la désertification. Pour inverser la tendance, des projets ont déjà été mis en œuvre, à l'instar de la Grande Muraille Verte ou encore l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains. Roberto Bogbe. Comment restaurer les terres dégradées? Quelles pratiques agricoles pour arrêter l'érosion et rendre les sols à nouveau fertiles? Comment mieux gérer l'eau? Tels sont les thèmes qui ont sous-tendu la COP de 2017 organisée à Ordos en Chine. Des problématiques prégnantes dans ce pays aux milliards d'habitants qui a pu faire de remarquables progrès pour en sortir. Un contexte chinois dont les difficultés s'apparentent à celles de l'Afrique qui veut donc s'en inspirer. Les actions que les Chinois ont menées indiquent quand même des statistiques assez spectaculaires qui nous amènent à réfléchir sur cet exemple, sur ce modèle chinois. Beaucoup d'initiatives sont mises en place. Je peux citer ce qui a été fait initialement dans le cadre de l'engagement des États à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, à travers les plans d'action nationaux de lutte contre la désertification qui ont permis à certains pays de développer un certain nombre d'actions qui leur permettent aujourd'hui d'avoir des résultats encourageants, mais le constat est que cela est toujours insuffisant. Des préalables doivent cependant être observés pour espérer faire fleurir ce modèle. Les statistiques spectaculaires de la Chine sont en réalité conditionnées par des engagements de l'État à considérer ce problème comme une contrainte majeure assortie d'un cadre légal fort et l'implication effective des populations. Si la Chine, à travers cet engagement politique, a pu produire des résultats assez remarquables, moi je pense personnellement que son modèle mérite d'être adopté et mérite aussi d'être intégré dans ce que nous avons identifié comme stratégie d'intervention en Afrique, tenant compte de nos spécificités écologiques, de notre environnement en Afrique. On peut parvenir à contribuer à l'inversion des tendances, à la dégradation des terres et générer des ressources importantes pour notre continent. L'Afrique s'est organisée à travers une initiative africaine pour contribuer à 100 millions d'hectares pour restaurer les paysages et les terres dégradées d'ici 2030. Une cadence qui pourrait être accélérée si les stratégies utilisées ici sont combinées au modèle chinois. Un mot de sport à présent avec un point sur la 4e journée des éliminatoires en Afrique pour la Coupe du Monde 2022. Parmi les qualifiés pour les barrages figurent le Sénégal mais aussi le Maroc. En revanche, la compétition s'arrête là pour le Niger, éliminé face à l'Algérie. Retour sur ces rencontres avec Roberto Bogbe. Le cauchemar de la Namibie a un visage, celui de Farama Diédiou. L'attaquant d'Antalya Sport a inscrit un triplé portant à 12 le nombre des réalisations des Lions de la Teranga. Contrat rempli pour les vice-champions d'Afrique qui visaient une 4e victoire consécutive. Il est clair que les Lions de la Teranga sont clairement supérieurs. Triplé de Famara Diédou, un joueur que j'aime beaucoup et que j'ai eu l'occasion de côtoyer, notamment lorsqu'il évoluait en Angleterre à Bristol City. On peut voir que le Sénégal, c'est solide des deux côtés. Il y a aussi un état d'esprit que je trouve assez bon. Par exemple, après la première confrontation face à la Namibie, il y a quelques jours, on avait Kalidou Koulibaly qui disait « Oui, on a le résultat, mais on n'est pas content du tout de la fin du match ». Et pourtant, il s'était imposé sur le score de 4-1. Donc, vous savez, il travaille vraiment à perfectionner les petits secteurs. À Niamey, l'équipe d'Algérie a écrasé celle du Niger 4-0. Les Fennecs rattrapent les Burkinabés en tête du classement du groupe A. Autre affiche, Zimbabwe-Ghana, avec un but en faveur des Black Stars assez régulier qui peuvent remercier le manque de réalisme des Zimbabwéens. Le Zimbabwe peut regretter de ne pas avoir concrétisé ses occasions, d'avoir manqué de finesse et de justesse dans la zone de vérité. Pour nos amis ghanéens, on a Thomas Partey qui est absolument énorme dans l'entrejeu. Il a d'ailleurs marqué le but de la victoire hier. Et le retour de blessure de Mohamed Kudus, jeune pépite de l'Ajax Amsterdam, leur a fait énormément de bien. Il avait d'ailleurs marqué il y a quelques jours lors de la première confrontation. C'est un groupe qui est des plus ouverts, qui comporte notamment l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Dans le groupe G, l'Afrique du Sud, avec beaucoup de chance, bat l'Éthiopie 1-0 sur ce but contre son camp de Getane Kebede.
Le Congo n'a pas pu tenir face au Togo, qui s'impose 2-1 et occupe la deuxième place du groupe dominé par le Sénégal. En match en retard, le Maroc s'impose largement contre la Guinée, 4-1 score final. Une issue qui anéantit les espoirs de qualification de la Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.